Bienvenue. Comment va le Congo? Comment la vie politique avance? Nous sommes quasi à la rentrée parlementaire de mars. La classe politique s'agite, pour ne pas dire bouge, avec des débats sur le dialogue, sur la probable modification ou changement de la Constitution. Mais aussi, des députés sortent de vacances parlementaires. Qu'ont-ils fait chacun dans son fief? Maintenant et aujourd'hui, nous allons faire le point avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, celui-là même qui a assuré l'intérim de Vital Kamerhe lorsqu'il a été défenestré de l'Assemblée nationale. Voici Jean-Claude Tshilumbai, vice-président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, venez nous rejoindre sur le plateau de Télé 50. Nous vous attendons avec beaucoup d'impatience. Bienvenue. Merci, Jimka. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé, ça fait longtemps. Oui, ça fait un moment parce que vous avez des responsabilités. Vous sortez fraîchement des vacances parlementaires. Ouais. Vous allez bien? Très bien. Installez-vous. Très bien. Installez-vous. Une émission qui est très importante et très attendue parce que l'actualité, vous le savez, est dominée par la sortie de votre collègue de l'Union sacrée, Modeste Bahati Lukwebo, premier vice-président, enfin deuxième vice-président du Sénat, mais surtout tous les débats autour de l'Assemblée nationale. Vous avez été président intérimaire après la sortie très bousculée de Vital Kamerhe de cette Assemblée. Vous êtes vous-même élu de l'UISA au Kasaï central. Vous venez fraîchement de ces vacances parlementaires, il fallait que vous nous en parlez un tout petit peu. Et puis, cet accord de Washington qui semble donner espoir aux Congolais, il faut nous en dire un mot. La première des questions que je vous pose, est-ce que vous vous sentez mieux dans la peau d'un politique congolais lorsque vous rencontrez vos compatriotes aujourd'hui? Parce que je signale que vous êtes un cadre de l'UDPS. Oui, je me sens mieux désormais parce que moi, je suis fils de ce pays que je connais assez bien. Je suis né au Congo, j'ai évolué au Congo, j'ai grandi au Congo et je sais que je cohabite avec une population qui a été totalement abandonnée depuis que nous sommes un État, depuis 1960 et même un peu avant parce que lorsque vous parcourez le pays aujourd'hui, vous sentez qu'il est toujours vierge. C'est un pays qui n'a pas été utilisé, qui n'a pas été exploité. Je me sens assez mieux d'être à côté ou aux côtés du président Tshisekedi qui désormais est en train de prouver que ce pays avait de quoi le transformer parce que moi je viens de chez moi dans le Kasaï central, je suis parti d'ici à Kinshasa en voiture jusqu'à chez moi à Kananga en voiture et d'ici jusqu'à Chikapa j'ai quitté le matin, je suis arrivé à Chikapa à 17h. On m'a demandé de rester un peu, communier avec mes compatriotes de Chikapa, sinon j'arriverai le même jour à Kananga, ce qui autrefois avait été un miracle. Je suis heureux d'être dans ce pays qui bouge, un pays qui se transforme au quotidien. Alors quand je pose cette question, c'est parce que lorsqu'on parle avec les Congolais lambda, il dit trois choses. J'en suis un. Oui, vous êtes un Congolais d'un certain standing. Vous êtes autorité, vous dirigez, vous êtes grand professeur. Excusez-moi, le Congolais dit ceci. Les salaires posent problème. Les élus, y compris de votre fief là-bas, ne sont pas payés. Les élus des territoires, des conseillers municipaux. Le panier de la ménagère pose problème. Le pays est en insécurité. À l'est, bien sûr, Ituri, Congo central, enfin, Bandundu. Excusez-moi, il fait froid sur ce plateau. Alors, quand vous vous dites que ça va mieux, ça sort d'où?
excusez-moi. Non, dire que ça va mieux, je crois que... Ça va mieux quand vous dites... non, le président Tshisekedi et nous, enfin vous qui dirigez, vous êtes en train de redonner espoir au peuple. Bien sûr. Mais le discours qui est tenu par le même peuple est différent. Non. Je dis dire que ça va mieux, c'est pas ce que j'ai dit. Je sais que les problèmes, il y en a même en Suède, il y en a aux Mais c'est pas le même problème, hein? Oui, c'est pas le même problème. Les Suédois n'ont même pas les mêmes problèmes parce que Jimka, oui. Ça ne peut pas être les mêmes problèmes parce que déjà au XVIIIe siècle, ils avaient des routes. Nous, jusqu'en 2020, ici, nous n'en avions pas. Nous sommes en train d'ouvrir, de créer un pays qui n'existait pas. On a des routes donc, maintenant. Nous sommes en train de les construire. Ça, il n'y a pas trop de débat là-dessus. On va y revenir si vous voulez. Je vous ai toujours dit une émission pour un bilan. On va le faire. Et il va être bien évidemment incomparable depuis que le Congo est Congo. Ça, c'est une évidence. Les données statistiques ne trompent pas ça l'avantage de nos amis économistes parce qu'ils ont des précisions là-dessus. On va le faire. Mais ici, ce que je dois noter, c'est que vous avez bien utilisé le concept ou l'expression en disant « j'ai dit que nous sommes en train de redonner espoir à ce peuple parce que de plus en plus l'électricité s'allume là où ça n'a jamais existé, de plus en plus les routes traversent les brousses les plus incultes que notre pays a connues jusqu'ici. Ce matin encore, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit pour la première fois les véhicules peuvent traverser le Sankourou. Ça n'a jamais été le cas. Il n'y a pas de route, il n'y avait pas d'espace par lequel le véhicule pouvait passer. Oui. Un aéroport s'est construit dans cette province-là comme dans tant d'autres. Les universités sortent du sol, ce qui n'a pas existé depuis le départ des Belges. Donc, moi, j'ai des choses que je peux vous dire ici pour attester mon affirmation de dire que c'est de mieux en mieux, parce que le pays se transforme, parce que pour la première fois, les Congolais ne sont plus dupés comme vous le faisiez autrefois. Ici, vous montrez des images, vous savez bien le faire. C'est même là que j'ai dit à quelqu'un, il y a des jours, j'ai dit, l'unique échec du président Tshisekedi, c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé un journaliste de la trempe de Jean-Marie Kassamba pour dire ce qu'il fait. Et je crois qu'il faut y parvenir. Et ça, c'est des évidences, c'est des choses vécues, du réel que notre peuple est en train de palper. Alors, parlons un peu de vous. Vous venez du Grand Kasaï. Plus précisément, territoire de Luiza. Vous êtes élu de Luiza? Oui, je suis élu de Luiza. Et nous sommes suivis au Kasaï. Luiza, où pour la première fois, les routes seront asphaltées. Dites-moi. L'OVD est aujourd'hui à pied d'œuvre. Dites-moi, à Kananga, on nous suit là maintenant. Oui, me suivent. Me suivent. Est-ce que vous êtes fiers? Très fiers. D'être des l'UDPS à la tête du pays et de laisser Kananga dans l'état dans lequel se trouve aujourd'hui? Non, 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 non. Nous ne laisserons pas. Les érosions. Nous ne laisserons pas Kananga dans l'état dans lequel nous l'avons trouvé. Le chômage. Commençons par là. Oui. Nous n'allons pas laisser cette ville qui était en train de disparaître dans cet état. Parce que si le président Tshisekedi n'était pas arrivé, cette ville aurait disparu exactement. Actuellement, les érosions sont prises en charge pour une enveloppe... À Kananga? Oui, 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 oui. Une enveloppe de la taille de 100 millions de dollars disponible. Les travaux se font. Actuellement, toute la voirie de la ville de Kananga est en train d'être refaite et asphaltée. Et on vient d'ajouter 100 km pour faire toute la ville, y compris des petites ruelles. Nous avons aujourd'hui une route asphaltée qui entre dans la ville de Kananga, qui va à Chikapa. Nous en avons une qui quitte Kananga vers la frontière de l'Angola, traversant le territoire de Luiza par Kalamambouji. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle est en train... Je l'ai vécu, c'est une réalité. Oui. Je l'ai vécu, c'est une réalité. Ça ne finit jamais. Sur la route Kananga-Mboujima, elle a été subdivisée en 3 sections. 2 entreprises très sérieuses sont à pied d'œuvre. À la fin de l'année, nous aurons la route sans aucun débat. On va lancer les travaux. Je vous dis bien, on va lancer d'ici là les travaux. Kananga, Tchimboul, Mouendjitou, une route asphaltée. Donc, c'est une ville qui sera un grand carrefour dans si peu de temps. Donc, ce n'est pas la ville qu'on nous a légué dans ce pays, c'est une ville qui de plus en plus se modernise. Kananga. Et la résidence du président, c'est la résidence la plus luxueuse du président à Kananga, bien sûr, parce qu'elle a été totalement refaite. C'est l'ancienne résidence du gouverneur belge. Elle a été totalement refaite. C'est la résidence du président la plus luxueuse
qui soit dans ce pays. Mais le président Mbuji-Mayi n'a même pas, à part l'éternelle résidence de l'AMIBA. Jusqu'aujourd'hui, le président n'a pas de résidence en Mbuji-Mayi. Chez lui. Ça ne doit pas se faire au même moment. Le président, il fait partout. C'est sans exception. Il fait à Bouniao. Nous irons bientôt inaugurer la 3e grande université jamais construite par l'homme depuis que les Belges sont partis dans ce pays. Vous êtes Vous voulez que je vous dise quoi? Parce que depuis que les Belges sont partis, ils nous ont laissé 3 universités. Et depuis lors, on n'en a construit aucune. Ça, c'est clair. Aucune ne pas une université. J'ai dit on n'en a construit aucune. La République n'a construit aucune université. Les individus ont fait des trucs. Ils se sont accommodés pour faire leur petit commerce. Attendez. Maintenant, le président Tshisekedi construit des universités de rang mondial. Et ce n'est pas un débat, je crois que vous avez été en Mbuji-Mayi. Ce n'est pas vous que je vais apprendre ça. À Kana, c'est encore mieux et c'est beau. C'est mieux qu'en Mbuji-Mayi de très loin. Et à Bunia, davantage mieux. Donc, il n'y a pas de comparaison possible. D'ici 2 ans, nous allons en inaugurer 14. Oh, quand même, vous venez 14. Toujours ici m'annoncer des choses et après 14. Le temps, vous faites des excuses. Je vous ai dit ici qu'on en faisait autant. En Mbuji-Mayi, à Kana et consort, vous avez vous-même visité, il n'y a plus de débat là-dessus. Ce que vous avez vu, vous, en Mbuji-Mayi, vous l'avez vu où dans ce pays depuis que les Belges sont partis? Oh, l'Unikin, c'est pas vous qui avez... Non, écoutez, je parle depuis que les Belges sont partis. Est-ce que vous pouvez... doit construire... Vous pouvez comparer l'université de Lubumbashi à l'université que vous avez vu en Mbuji-Mayi aujourd'hui? Honnêtement. C'est un campus à Lubumbashi. Hein. Est-ce que vous pouvez comparer... c'est un bâtiment. Est-ce que vous pouvez comparer l'université de Lubumbashi à ce que vous avez vu en Mbuji-Mayi aujourd'hui? C'est pas comparable. À Bunia, c'est encore mieux. Bientôt, on va inaugurer à Kolwezi, on lance en Bandaka, et puis c'est dans tout le pays que se fait. Des cliniques universitaires sont en train de... On parlait des Kananga. Aujourd'hui, Kananga est toujours sans eau, sans électricité. Les gens sont au chômage. Mais pourquoi vous discutez, quand vous quittez l'aéroport, vous êtes la petite route comme ça qui entre dans la ville. Pourquoi vous discutez? Non, mais vous n'avez pas la bonne information. De l'aéroport de La route de l'aéroport est désormais asphaltée. Il reste une petite section autour du marché Tchamaniba qui va être faite et puis ça va être une route assez moderne et on est en train même de l'électrifier. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, les travaux sur le barrage de Katende sont très avancés. Nous aurons l'électricité, pas seulement pour Kananga, mais dans toute la province du Kassa central et ailleurs, parce que c'est un grand barrage qui va donner du courant aux autres. Je vous ai dit que l'OVD est pour le moment que je vous parle à Luisa pour des objectifs. À Luisa cité, en finir avec les érosions, ça c'était une promesse du chef de l'État, il a commencé, et asphalter la cité. Donc la voirie de la cité de Luisa et connecter la cité de Luisa à la principale de Kalamambouji par une route asphaltée. L'OVD est à pied d'œuvre. Maintenant que je vous parle. Finit jamais. Non, mais il faut y aller. Il y a eu même un accident là. Le président a été victime d'un accident sur cette route. Vous êtes un grand journaliste. Je vous ai dit que l'unique échec du président Tshisekedi jusqu'aujourd'hui, c'est d'en avoir pas trouvé un comme vous. Parce que vous aviez montré qu'on travaillait pendant qu'il n'y en avait pas. Maintenant qu'on travaille, vous pouvez faire mieux. Et je vais, moi, sincèrement insister que le gouvernement recourt à vos compétences, vos extrêmes compétences. C'est très important, il faut le dire. Ce qui est fait dans ce pays, vous en êtes témoin et personne ne peut dire le contraire. Ça n'a pas été fait, non seulement au Congo, mais dans aucun pays de l'Afrique centrale. Vous dites la même chose de Kikwit, de Congo central, mais Kikwit, du Grand Équateur. Le président avait promis Harvard à l'Équateur. Où est-ce qu'on en est? Moi, je suis parti d'ici vers chez moi à Kanang, à bord d'un véhicule. Oui, ne vous répétez pas. Qui est parti, qui est rentré très propre. Il y a eu des petits incidents sur la route, mais parce que tout est bon. Il reste une petite section entre Kamwesha et Kananga qui pose problème. On va l'arranger d'ici là. Et c'est une route européenne. C'est une route européenne. Non, c'est une route européenne. Et moi, je suis passé par Kikwit. J'ai interrogé les jeunes. C'est un grand village, hein? J'étais avec Dr Etienne Longondo. Oui. Nous avons interrogé les jeunes sur l'évolution des travaux à Kikwit. Érosion. Kikwit, ce n'est plus un grand village, c'est une grande ville qui est en train de se construire au centre du pays. Aujourd'hui. Les routes sont en train d'être asphaltées, l'électricité est en train d'être installée dans tous les quartiers possibles et les routes sont en train d'être asphaltées, les stades en train d'être construits. Ça, c'est clair. Ce ne sont pas des débats, vous avez des moyens pour y arriver, vérifier. Donc, aujourd'hui, j'insiste,
Ça, on le sait, et ça ne se fait pas qu'à Kikwit. Ça se fait à Bandundu-Ville où on construit l'aéroport. Comme on en construit à Kananga, comme on en a construit à Kolwezi, comme on construit en Bandaka l'aéroport, comme on en a construit à Bunia, comme on les construit partout. Et les routes se construisent comme on les construit maintenant partout. Donc, il n'y a plus cette discrimination. Moi, je suis de cette province, du Kassa central, dont vous parlez. Discrimination. Pendant plus Ça, c'était votre credo à l'époque, hein? Un fonds il de n'y en a commerce, plus. les Kassai, Le président Tshisekedi etc. construit partout. Mama Souminoa était au Congo central pour inaugurer la plus grande clinique universitaire qui va être faite au pays. C'est chez elle. Et là, c'est, comme vous avez dit, j'aime des superlatifs, je vous dis, la plus grande clinique universitaire qui va être construite au pays. Elle a été inaugurée, les financements sont disponibles et ça va être fait. Donc, alors, la voirie vous de ne Louise, trouverez ce pas que vous donnez à votre fief, c'est seulement la voirie de Louise. Pas d'école, pas de non, hôpitaux, mais pas de... écoutez, on construit des écoles. Pas d'eau potable. Mais comment on ferait tout cela lorsqu'on n'a pas de route qui puisse acheminer le matériel pour le faire? On commence par l'essentiel, c'est la route. On est en train de la faire. Et maintenant, la Foner est en train de connecter la route Luisa-Samwanda. Le pont était tombé il y a plusieurs décennies. Oui. Il fallait que le président Tshisekedi pour le faire. Foner a signé des financements. On commence les travaux de la route d'ici la semaine prochaine, du pont d'ici la semaine prochaine. Et tout cela, on le fait en même temps pour connecter aussi la cité de Luisa à la frontière de Kalamamouji parce qu'elle a été déviée par la route principale. Le président de la République a un grand projet pour la cité de Luisa. Il y a été physiquement, il est en train de concrétiser ce qu'il avait promis. Professeur et premier vice-président du Sénat, vous avez été président intérimaire. Vous avez quoi avec le vice-président du Sénat? Non, de l'Assemblée nationale. Excusez-moi, Assemblée nationale, mais c'est le même Parlement, excusez-moi. Vous avez assuré l'intérim de Vital Kamerhe lorsqu'on l'a défenestré dans des conditions plus que discutables, on va dire ça. Et il a été remplacé par M. Bosch. D'abord, quel est votre bilan en tant que président intérimaire? Il y a eu débat à un moment donné, on dit mais Tshilumba, il ne voulait pas organiser les élections, Tshilumba il s'accroche, il est de la même province que le président, on a même parlé de l'argent. Où est la vérité? Moi, j'ai un bilan que malheureusement je ne suis pas mieux placé pour donner. Le peuple nous écoute. La rentrée parlementaire, c'est là. Ça aurait été mieux que les collègues qui ont vécu cette période difficile le disent à ma place. Je travaillais pour l'Assemblée nationale pendant près de 2 mois dans une période très long, 2 mois. De crise, oui, bien sûr. C'est très long, 2 mois. Et le premier bilan, c'est de dire que dans ce contexte particulièrement difficile et assez agité, il fallait conduire un bateau aussi lourd que l'Assemblée nationale. Ce que vous ne dites pas souvent, c'est de savoir que c'est une assemblée de leaders. Donc, tout membre de l'Assemblée nationale que vous voyez, c'est un grand leader. Chez lui. Oui. Et lorsque... Qui sont tous derrière vous pilotez dans l'Union sacrée. Lorsque vous pilotez une telle locomotive, une assemblée de leaders, ce n'est pas facile. Et moi, c'est un bonheur pour moi d'avoir fait cette expérience. Je respecte. Mais vous avez fait quoi concrètement? Je vais d'avoir fait cette expérience. Je remercie le chef d'État qui m'a permis de le faire. Et ce que j'ai fait en premier, c'est qu'il y a eu cet atterrissage en douceur. Donc, on a contrôler la crise. En pleine session budgétaire, nous avons pu donner au pays le budget malgré cette difficulté. Mais à quelles conditions? Dans quelles conditions et quel budget? C'est le premier résultat que je peux vous donner. Et pendant cette gestion, les collègues, les députés peuvent vous assurer que la gestion... Ils étaient contents de vous? Très contents. Content de la gestion des élus, de l'argent, de leurs problèmes personnels. À un moment donné, on parlait qu'il y avait un paiement des gens. Très content. Les attachés parlementaires. J'ai dit bien très content. J'ai résolu beaucoup de problèmes que j'ai trouvés. Il y avait énormément de dettes qu'il fallait payer. Des collègues qui avaient effectué des missions, c'est vrai qu'on n'a pas payé tout le monde, qui avait des arriérés en souffrance, on a payé.
Pendant cette période, il y a des arriérés en souffrance, des collègues de l'ancienne législature qui ont été payés, en grande partie, une partie importante, ça ils le savent. Ils savent que c'est de suite des efforts que j'ai entrepris pour ça. Et les collègues députés ont salué le fait que ma gestion avait été trop transparente et que tout le bureau... Il n'y a pas eu de casserole à la remise et reprise? Tout le bureau y avait été associé, c'était ouvert. Jusqu'au dernier jour, je n'ai rien fait en coulisses. C'était trop traçable. Ça, les collègues l'ont salué, ils me le disent souvent, et que la gestion administrative, moi j'ai hérité d'une crise très forte du corps administratif, vous savez, qui avait cette promesse faite par le président Vital Kamerhe d'amélioration des salaires des administratifs. On dit, vous avez saboté les promesses de Vital Kamerhe. Non seulement que... Vous avez saboté. Non seulement que c'était une promesse, ce n'était qu'une promesse que je trouvais et que les politiques, certains politiques l'ont utilisé pour tenter de saboter mon action, mais j'ai pu payer. Ah oui? Oui. Avant mon départ, ça a été fait. Donc, c'était une solution trouvée. Je ne dis pas qu'ils sont totalement satisfaits des administratifs, mais je crois que c'est une question qui a été résolue. Et à mon départ, j'ai l'impression, parce que c'est ce que les collègues m'ont dit, que j'ai laissé de très bons souvenirs dans la gestion de l'Assemblée nationale. Maintenant que c'est passé, est-ce que vous aviez des prétentions de vous accrocher, être élu même président de l'Assemblée nationale, alors que le président est de la même province que vous? Si j'avais des prétentions, rien ne m'interdisait de les exprimer. Parce que je suis de la majorité parlementaire. Mais de la même province que le président. Je suis issu de ce parti qui est le plus représentatif à l'Assemblée nationale. Donc, rien ne m'interdisait d'exprimer de telles prétentions si je les avais. J'ai de très bonnes relations avec les députés. Sûrement qu'ils me le considéraient. Ils voudraient bien que je le fasse si je l'avais exprimé. Parce que j'ai des relations très importantes et très bonnes avec chacun des membres de l'Assemblée, des relations personnelles. Et je ne vois pas comment... Est-ce que vous avez votre base de députés? J'ai trouvé que nous, UDPS, nous avions déjà au début de la législature rassurer nos partenaires que nous n'étions pas intéressés par le poste de président de l'Assemblée nationale et que je n'ai pas voulu, moi, par mes propres ambitions et mon égoïsme, devoir revenir bien évidemment, revenir sur ce qui a été dit. Je trouvais que c'était tout à fait normal et cohérent que l'on continue avec la promesse faite aux partenaires de dire que l'UDPS se contentait bien du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je crois que j'ai un rôle à jouer dans ce poste, dans cette fonction, qui n'est pas aussi inutile que ça. On va revenir comment vous travaillez avec Aimé Bosch. C'est la question d'ailleurs. Aimé Bosch était un bras droit de Vital Kamerhe. Même si à un moment donné, ministre du budget, il avait pris un peu ses distances, mais on l'a vu, lorsqu'il a été élu, Vital est venu, il a adoubé, etc., etc. Est-ce que ça se passe bien avec Aimé Bosch? Très bien, très bien. Moi, je suis très relationnel. Vous l'avez à l'œil ou je suis très relationnel. Je facilite... Relationnel ou diplomate? Très relationnel. Je facilite bien les choses, que ce soit avec le président Vital. On a travaillé de manière assez civilisée. Je ne crois pas que vous ayez appris qu'il y avait des couacs, du moins dans le fonctionnement du bureau de l'Assemblée. Nous sommes compris. Avait lancé les pots de banane à Vital et il a glissé, il est parti. L'UDPS n'a jamais été... Mais je dis bien, l'UDPS a le plus grand nombre de députés. Vous l'avez poussé à la porte. L'UDPS a la majorité. Dans la majorité, ça signifie que nous sommes la coalition la plus importante. Si nous avions besoin, nous, de la présence de l'Assemblée, nous n'irions pas par de voir... Mais Kamerhe était de trop. Il vous gênait suffisamment et vous l'avez éjecté. Parce que nous avions accepté qu'il soit là. Et si nous n'avions pas voulu qu'il soit là, il n'allait pas être là parce que c'est nous qui avons la majorité et nous étions assez à l'aise. Et aujourd'hui, Aimé Bosch, il fait votre politique de vous, UDPS toute puissante. Aimé Bosch ne fait pas notre politique. Il est membre de la majorité parlementaire régentée par le président Félix Antoine Tshisekedi. Non, lui, il est président, donc séparation de pouvoir.
Vous n'avez pas quand même J'ai mettre dit président bien Tshisekedi qu'il est pour gérer le Parlement. membre de la majorité parlementaire régentée par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Quelqu'un dit que Montesquieu ne fait pas bon ménage avec vous. Ce n'est pas cela que À chaque fois, ce n'est pas. vous voulez toujours assujettir l'Assemblée nationale, le Parlement au président de la Ce République. n'est pas ce que ça signifie. La Séparation séparation de pouvoir, c'est effectivement qu'on parle de pouvoir institutionnalisé tel qu'il doit fonctionner. Oui, Ça n'empêche pas d'interférence. que la majorité appartienne à la famille du président de la République. C'est d'ailleurs ça le régime semi-présidentiel. Parce qu'il arrive toujours que des hypothèses se présentent, soit que la majorité est séparée du président, on parle de la cohabitation, Oui, oui, oui. soit que la majorité est la même entre le président et l'Assemblée nationale, on parle du couplage. Et cette fois-là, le régime est présidentiel. Nous sommes en Ce quoi? n'est pas nous qui avons inventé Nous sommes cela, en ça quoi? s'est fait ainsi Couplage, en France. Nous sommes dans le couplage. Nous sommes une Couplage. majorité. Oui, bien Mais sûr. vos collègues professeurs Nous d'université sommes, vont vous nous dire que- sommes une majorité du président de la République. Du président. Et en France, où ce régime est né, c'est comme cela que ça fonctionne. Lorsque la majorité parlementaire coïncide avec la majorité présidentielle, c'est le régime présidentiel. Donc le président est le chef de la majorité. Comment on peut mettre en cause le président alors, si c'est sa majorité? On ne peut pas mettre en cause le président, ce n'est pas prévu. Notre Mais constitution ne le prévoit mais pas. Que le constitutionnellement- Parlement mette en cause le président, non. Mais constitutionnellement, si le président faute, Oui, c'est le Parlement qui le met en cause. Le Parlement ne met pas le président en cause. Le Parlement est juste lorsqu'il s'agit de la haute mise trahison. en accusation du président, oui, qui est l'œuvre du procureur général de la Cour constitutionnelle, non du Parlement. Le Parlement intervient au moment où il faut autoriser cette mise en accusation. C'est seulement ça. Oui, c'est seulement ça. Il n'appartient pas au Parlement de mettre. on va beaucoup parler de droit aujourd'hui. Donc avec mes bouches, tout va bien, Ça va très bien. y compris la gestion de l'argent. J'ai dit que nous sommes de la majorité parlementaire. Nous sommes Oui, de mais l'union entre sacrée. Kamer et Mbo, ça Le n'allait président pas. Boji, On a vu des le président couacs Boji, en plein plénière. le président Boji, le président Bosso, l'honorable Ndjoli, le rapporteur, Oui. moi-même. C'est un l'honorable- bureau, Nous sommes de la majorité C'est un bureau qui parlementaire. fonctionne Et nous avons un seul membre, calmement. un seul membre de l'opposition qui joue pleinement son rôle parce que tout est transparent, qui participe à tout. Mais qui n'a pas à voir au chapitre. Non, mais Il est j'ai minoritaire. dit qu'il participe à Il tout. est minoritaire. Encore qu'il n'y a jamais eu de vote qui l'oblige d'être minoritaire parce que depuis que moi je suis au bureau de l'Assemblée nationale, tout se décide de manière consensuelle. Monsieur le vice-président, le Parlement doit faire également un peu de diplomatie. On a l'impression que Vital Kamerhe voyageait beaucoup, avait beaucoup de contacts dans les ambassades, à l'étranger, etc. Il donnait des points, des interviews. On sentait qu'il faisait de la diplomatie très agissante. Depuis un certain temps, là, depuis qu'il est parti, c'est calme plat. Non. Le président qui est là fait la même chose et peut-être... On ne le sent pas. Non, les approches sont différentes. C'est-à-dire? Les approches sont différentes parce que le président Vital, peut-être que lorsqu'il est allé, C'est une question de bagou, c'est quoi? il s'est confié à la presse Oui. pour l'annoncer. Le président Boji, lorsqu'il a effectué des missions, il les a effectuées, il n'a pas utilisé la Comment on va presse. savoir pour- que vous travaillez? Ça ne vous est pas destiné. Non mais Ça ne vous est pas la destiné. diplomatie parlementaire Ça ne aussi, vous est pas destiné. Par essence, mais la redevabilité. par essence, surtout que vous utilisez ce mot diplomatie, Oui. moi je ne crois jamais, comme enseignant de la diplomatie, je n'aime pas parler de la diplomatie parlementaire parce que la diplomatie elle est régalienne, elle est menée par le gouvernement, mais si on revient à ce Domaine de concept, collaboration. si on revient à ce concept pour dire comme vous le pensez qu'il s'agisse de la diplomatie parlementaire, la diplomatie c'est aussi le domaine du secret. Elle n'aime pas être faite dans les médias. Donc je crois que c'est un point d'approche.
Les groupes d'amitié, les visites de diplomates, tout ça, parce que est-ce que ça fonctionne encore? Tout ce qu'on discute lorsqu'il faut parler de la diplomatie relève du secret parce que c'est des affaires d'État qui n'ont pas besoin donc Aimé Boji n'a pas droit, n'a pas besoin de communiquer. Je ne dis pas... Parce qu'on vous sent pas. Pour votre bureau, on le sent pas. Je ne dis pas qu'il lui soit interdit de communiquer. Je dis l'approche Aimé Boji est peut-être différente de l'approche Vital Kamerhe. Ça s'est fait toujours ainsi, même dans la diplomatie régalienne. Il est de ces ministres des Affaires étrangères qui sont très efficaces dans ce qu'ils font, qui communiquent trop peu. Il y en a qui ne communiquent pas du tout. Il y en a qui communiquent sérieusement. Dites-moi. Tout dépend des résultats auxquels ils parviennent. Quel est ce Parlement, ou surtout l'Assemblée nationale, qui ne contrôle pas l'exécutif, qui ne contrôle pas les mandataires, qui ne remet pas en cause, qui ne sanctionne pas? Mais qu'est-ce que vous entendez par contrôler? D'abord, je vais vous dire une chose. L'émotion. Je vais vous dire une chose parce que il faut rester. Aucun ministre n'a été sanctionné il faut rester. Il faut rester dans ce que je vous ai dit ici. Oui. Scientifiquement, les gouvernements que nous avons, c'est un gouvernement issu de la majorité parlementaire. C'est le principe. Vous laissez passer les choses? Non, ça ne signifie pas qu'on laisse passer les choses. Et souvent, dans ce genre de régime politique, vérifiez même en France, je dis bien que ça s'est fait comme cela. Lorsque le gouvernement est issu de la majorité parlementaire, les problèmes de gouvernance, beaucoup de problèmes de gouvernance, peuvent être discutés en amont sous forme d'orientation et de conseils. Les détournements. Et, s'il vous plaît, lorsque vous dites les détournements, il faut savoir distinguer. Moi, je veux toujours que vous me mettiez sur table les problèmes relatifs au détournement dont le Parlement a été saisi et qu'il ne les a pas abordés. Mais vous pouvez vous saisir vous-même? Non, je dis ceci. Commission parlementaire, commission d'enquête parlementaire. On le fait. Mais chez qui? Chaque jour ici, vous avez entendu par exemple que la ministre des Hydrocarbures a écrit une lettre dénonçant les malversations et les 800 actes... millions. Un peu plus. 800 millions. Un peu plus que ça d'ailleurs. Mais c'est le résultat des enquêtes parlementaires. Mais vous avez fait quoi après? Une commission qui est à pied d'œuvre dans le Haut-Katanga, entre autres, régentée par les honorables Kalambangindu et les autres, a pu récolter les données. Non, mais elle n'a pas encore abouti. Le rapport de la commission devra être officiellement déposé. Et c'est lorsqu'il est déposé qu'il va être soumis à la discussion au niveau de la plénière, à partir de laquelle les mesures vont être prises et les responsables gestionnaires impliqués vont être invités pour répondre. Mais pourquoi votre Parlement n'arrive pas à faire, excusez-moi des termes, chasser des ministres? Pourquoi vous pensez que... les mandataires, on vient de suspendre ici. Pourquoi vous pensez que... À peu près 6 à 7 mandataires de l'IDPS pour mauvaise gestion. Pourquoi vous pensez que c'est ça le rôle du Parlement ou du contrôle? On chasse lorsque les faits sont avérés. Nous avons été informés des initiatives prises au plan administratif par un certain nombre de ministres, dont celui de transport, qui poursuivent, je dis bien au plan administratif, certains gestionnaires. Oui. C'est des enquêtes ouvertes. Ils ont mis en place des commissions et ils sont en train d'examiner des questions. Nous attendrons. Ce n'est pas à ce moment-là que nous, le Parlement, nous allons nous substituer au rôle disciplinaire des ministres, par exemple, pour lui ravir ou soustraire à sa compétence un dossier. Est-ce que vous ne regrettez pas le départ de Gilles Alinguette et sa mise à retraite un peu anticipée? J'ai dit, tout cela, c'est un pomme d'approche. Je pense que l'inspecteur qui est là travaille autant, mais il y a un pomme d'approche. Il communique peut-être différemment. Maintenant, il faut se poser la question sur les résultats. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Nous voulons plutôt obtenir que la corruption soit jugulée et que lorsqu'elle est découverte, que les cours et tribunaux soient saisis, encore que le rôle d'un inspecteur, sa stature administrative, c'est celle de nos PJ. Ce n'est pas le rôle d'aller dans les médias pendant qu'il instruit. Donc c'est un pomme d'approche. C'est lui qui est là et fait son travail, le fait assez bien. Il collabore avec les parquets. Je connais des cas de poursuites en cours
qui n'ont pas eu besoin d'être médiatisés outre mesure. Je crois que les résultats, nous allons les avoir. La Banque centrale avait pris des mesures dernièrement pour assainir la monnaie, pour ne pas dire lui donner un peu de valeur. Résultat, les régies financières ont perdu leurs assignations, quasiment toutes. Vous êtes obligé, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, avec Adolphe Muzito du budget, le gouvernement de Mme Souminois, de revoir le budget à la baisse. Et les gens sont impayés à cause de ces mesures prises par la Banque centrale. Et le Parlement ne fait rien. J'ai suivi le ministre des Finances. Il ne m'a pas paru dire que les gens sont impayés à cause de mesures prises par la Banque centrale. On a perdu l'argent en décembre. Vous savez, novembre, décembre, il y a des débats de doctrine. L'État a perdu, le gouvernement était obligé d'aller, excusez-moi du peu, emprunter de l'argent chez les miniers sur 2026. Il y a des débats de doctrine. Quelle doctrine? Des doctrines en ce qui concerne l'amélioration ou l'embellie monétaire à laquelle nous assistons depuis notre existence. Pour la première fois au moins, nous d'ailleurs, depuis que nous sommes nés, on sait que dollar et mataka. Le dollar est là, il a baissé. Ça fait 6 mois. C'est pourquoi je vous parle des pommes de doctrine. Moi, je ne suis pas économiste, je ne maîtrise pas tellement ce domaine-là. Ce que je vais vous dire et que je sais parce que nous, comme bureau de l'Assemblée nationale, nous avons invité les ministres ayant en charge les budgets et les finances dans notre pays avec lesquels nous avons eu des discussions très sérieuses autour de la question. Ce que je sais, c'est que, ils nous ont fait savoir que le début de l'année, donc le premier trimestre, la paye a toujours posé un peu problème, c'est d'habitude. De deux, ils nous ont dit qu'ils ont pris des mesures, notamment avec le lancement de la facture normalisée par le ministre des Finances pour équilibrer les déficits qui étaient envisagés. Les choses vont aller de mieux en mieux. Ce que je sais aussi, c'est que moi, je trouve qu'il est impossible qu'on décrète un taux d'échange. Et parce que ce taux tient et qu'il n'y a pas de spéculation sur le marché, moi je conçois que c'est le vrai taux. Je fais confiance à notre gouvernement. J'estime que le gouverneur de la Banque centrale qui a pris ces mesures, avec qui j'ai échangé dans mon bureau, qui est venu se présenter devant la représentation nationale, il a été entendu lors d'une question d'actualité. Et d'ailleurs, il avait demandé qu'on fasse exception au principe réglementaire selon lequel il n'y a pas de débat après question d'actualité. Il avait souhaité qu'il y ait débat. L'Assemblée ne lui a pas permis de le faire. J'ai toujours pensé qu'il faut lui accorder la possibilité d'obtenir ce débat devant l'Assemblée nationale pour qu'il nous en dise un peu plus. Mais moi, je l'ai écouté. Je lui fais confiance parce que je constate que ça tient. Et l'opinion aussi. Je vous ai dit tout à l'heure que le gouvernement était obligé, notamment les ministères de Finances, d'aller prendre chez les miniers attendez, nos impôts, nos taxes sur 2026 jusqu'au mois de mars, la fin mars début avril. Lorsque vous étudiez les finances publiques, l'emprunt public, c'est parmi les modes... Non, pas l'emprunt. Oui, pas oui. C'est pas l'emprunt. C'est pas l'emprunt. Oui, c'est-à-dire qu'on s'est fait payer. parmi les modes de financement de l'action gouvernementale. On s'est fait payer les impôts et taxes de 2026. On les a fait payer au mois de novembre, de décembre, pour combler les déficits causés par les mesures de la Banque centrale. Mais vous avez couvert le gouvernement, mais ce n'est pas grave. Tout cela, c'est parmi les méthodes auxquelles un gouvernement responsable recourt pour que son action soit pérenne. Est-ce que nous aurons un collectif budgétaire ou pas? Premièrement, il appartient au gouvernement. Le budget à moi. Il appartient au gouvernement qui gère au quotidien la chose publique, à qui nous avons alloué ce crédit pour l'année 2026, d'estimer que le crédit que nous lui avons alloué ou la répartition que nous en avons faite ne tienne pas pour couvrir l'année et de revenir vers nous.
il ne me revient pas. L'harmonisation avec Mouzito que vous avez fait. Il ne me revient pas à moi, séparation des pouvoirs oblige, de venir décréter ici le besoin d'un correctif budgétaire. Donc, nous attendrons si le gouvernement revient vers nous pour nous dire qu'il éprouve certaines difficultés à exécuter le budget ou à pouvoir l'appliquer tel que nous l'avons adopté. Nous allons nous y pencher et ça ne sera pas la première fois que l'on recourt à un tel correctif, ni au Congo, moins encore ailleurs. C'est normal. Alors, quels sont les enjeux de mars, là, les 15? Vous allez parler de quoi? Nous avons... si vous n'avez pas corrigé les budgets... Nous avons beaucoup d'arriérés. Ce n'est pas une session budgétaire. Oui, nous avons beaucoup d'arriérés des sessions passées, en ce qui concerne notamment le contrôle parlementaire. On a beaucoup, vous ne faites pas. On le fait. On a beaucoup de questions orales avec débat, des questions écrites qui ont été adressées au ministre. Nous avons envoyé beaucoup de commissions parlementaires sur le terrain qui ramènent ou qui ont ramené des rapports que nous allons devoir examiner. Il y a beaucoup d'arriérés législatifs, des propositions de loi et même des projets de loi que nous allons devoir examiner. Et il faut dire aussi que la loi des finances nous a confié la charge de faire le suivi de l'exécution du budget. Nous allons nous y pencher au trimestre pour voir comment ça évolue. Matata Tampogne dit, en mars ici, vous avez déjà commencé à préparer l'opinion avec tout ça. Vous allez poser les problèmes des changements de la Constitution que vous avez déjà écrit. C'est l'un de nos rôles. Vous avez déjà écrit d'une Constitution. C'est l'un de nos rôles. Et maintenant, vous tâtez le terrain pour savoir si vous pouvez poser cette question au Parlement en mars. C'est l'un de nos rôles. Est-ce que c'est le cas? Si nous la posons, je dis bien, le peuple nous a désignés pour cela. Et l'un de nos rôles, c'est de le représenter et de poser des problèmes qui le hantent. Mais venu du Premier ministre Matata Tampogne, je suis un peu inquiet de dire si c'est de lui ou si c'est lui qui dit, parce que vous l'avez entendu dire qu'il a été jugé à la Cour constitutionnelle par des juges exclusivement kassaïens. Alors, de la même lorsque ça vient de lui, il faut mesurer le sérieux que ça comporte. Mais moi, j'ai dit, si un tel problème est soumis, vous allez le faire ou pas? Il rentre dans nos compétences, pourquoi pas? C'est opportun de le faire. La Constitution, écoute, Jimka, le constituant, il a prévu les modalités de sa révision, des dispositions susceptibles d'être révisées par nous, ses représentants, des dispositions susceptibles d'être révisées par lui-même, le peuple, par voie référendaire. Ça signifie que si nous qui sommes allés vers notre peuple, qui l'avons écouté, nous revenons avec une doléance qui veut qu'on révise la Constitution, si c'est par voie référendaire, si c'est par nous, ses représentants, c'est l'un de nos rôles. Alors il ne faut pas fétichiser la vie politique. Dites-moi, pourquoi vous, IDPS, vous interdisez aux Congolais de réfléchir? Mais à qui est-ce qu'on a interdit de réfléchir? Mais vous venez d'interdire. Mais qui était premier à demander le changement de la Constitution? C'était le M23. Ce n'était pas nous. Mais dites-moi, pourquoi vous avez... Écoutez, qui était premier? Vous avez cloué au pilori un grand professeur comme vous, Bahati Lukwebo, qui a répondu d'ailleurs à un autre professeur Mbata, à un autre professeur Bochab, sur l'opportunité ou pas de toucher à la Constitution. D'abord, je n'ai pas entendu qu'il a cité le professeur Bochab ou le professeur Mbata, qui en savent un peu plus, qui ont suffisamment d'instruments en ce qui concerne ce que dit la Constitution ou le contenu de la Constitution. Je veux bien. Je n'ai pas entendu le professeur Bahati citer le professeur Bochab ou le professeur Mbata. Ça, c'est de un. Il a sous-entendu. Je n'ai pas entendu, moi, à l'UDPS, quelqu'un dire pourquoi, parce que vous dites que attendez, vous n'autorisez pas le dialogue. Mais attendez. Ni le débat. Attendez, je veux dire. Vous le traitez maintenant de Béninois, de Burundais, parce qu'il a parlé de la Constitution. Personne n'a abordé la question de cette manière-là. J'ai du moins entendu des gens qui s'inquiètent de voir que membres de l'Union sacrée, membre du Présidium, lorsque le M23 dit qu'il faut changer la Constitution, il s'était, bien que le M23 exige cela arme à main. Donc,
le M23, avec des armes du Rwanda, demande à changer la constitution, un membre influent de l'Union sacrée trouve ça normal, il n'a jamais fait de commentaires parce que le M23 a dit nous allons à Kinshasa pour changer la constitution et instaurer un État fédéral. Il n'a jamais rien dit, même lorsque le M23 est allé tuer ses parents, ses frères, ses fils pour cet objectif-là, il n'a jamais rien dit. Quoi. Mais lorsque ça peut sortir de la bouche d'un cadre de l'Union sacrée comme lui, ça chatouille. C'est peut-être ça l'inquiétude. Dites-moi, professeur. Mais moi, ce n'est pas ça le problème. Oui. En politique, c'est un pomme de choix, un pomme de responsabilité. Si on estime que tous ceux qui ont dit ou qui ont dit un jour qu'on peut parler de la révision du changement de la Constitution ont tort et qu'on ne peut pas être avec eux ensemble et qu'on peut prendre la parole comme on veut de manière indisciplinée pour s'adresser au chef de l'État et aux autres collègues. Je crois que c'est un choix, ça ne pose pas comme ça, professeur. Et l'idée ici, c'est de dire... Excusez-moi du peu. Quand c'est au sein de l'UDPS, où vous vous invectivez, il y a des clans, il y a des gens qui se jettent excusez-moi les termes, de pots de banane, pour ne pas dire des fléchettes. Là, vous parlez de la vitalité démocratique. Je vous ai reçu. Moi, je n'ai pas refusé. Vous parlez de la vitalité démocratique. Mais lorsque les gens du dehors, ou plutôt de la grande famille maintenant de l'Union sacrée, essaient de lancer les débats, vous les criminalisez. Est-ce que vous avez appris qu'il y a une réunion de l'UDPS, institution, qui s'est tenue pour dire pourquoi le pauvre Bahati a parlé? Il y a vos militants qui ont... Mais les militants... Vous les envoyez en même temps que vous exigez... Vos communicateurs, vos militants, le sous-cap... En même temps que vous demandez qu'on laisse les autres parler. Oui. Vous vous en prenez à nos militants qui parlent. Qu'est-ce que vous voulez? Mais pourquoi vous criminalisez les gens lorsqu'ils font les débats? Vous souhaitez quoi? Pourquoi vous criminalisez les militants de l'UDPS qui s'expriment sur celui qui s'est exprimé? C'est ça la vitalité démocratique. Ils ont aussi leur point de vue. Ils n'ont tué personne. Ils peuvent aussi émettre leur point de vue pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Mais justement, pourquoi vous, IDPS... Mais pourquoi lui, il parle et les autres ne peuvent pas parler? Pourquoi vous, IDPS, quand c'est entre vous, vous pouvez vous insulter, vous dire des méchancetés. Vous dites vitalité. Mais lorsque... Mais pourquoi nous, Union sacrée, on ne peut pas faire la même chose? J'ai reçu ici Peter Kazadi, qui a chauffé même, je dirais, à blanc, le professeur Mbata, pour dire que je ne suis pas d'accord avec lui, il fait des choses à nous consulter, etc. Comme lettre à la poste. Oui. Mais aujourd'hui, quand Bahati dit, au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas harmonie, vous dites non, c'est pas indiscipliné. On fait comment lorsque lui dit ça? On s'incline, c'est ça? Mais alors, pourquoi vous êtes incliné quand Kazadi a dit? On fait quoi? On se prosterne? Vous dites que nous, on s'entrechoque. Oui, mais vous trouvez que c'est normal? Vous refusez qu'avec lui qu'on s'entrechoque alors que nous sommes d'une même famille aussi. Pourquoi vous n'avez pas dit que Peter Kazadi était burundais, béninois et tout ça? Vous le dites maintenant pour... Non, moi j'ai entendu les gens au sein du parti, moi qui vous parle. J'ai vu parfois les jeunes qui ne sont pas d'accord avec moi dire bon, c'est un Soudanais, c'est un ceci, et parfois pour s'amuser, ça n'a tué personne. D'ailleurs, vous-même, vous ne faites pas l'unanimité, parce que ailleurs on vous dit c'est maintenant là que vous pouvez vous offrir une voiture, vous offrir un costume de valeur. Écoute, Jimka, nous ne sommes pas dans ça. Je sais de quoi vous parlez. Ailleurs, on a dit qu'on s'est offert des costumes de valeur. Si, hier seulement. Oui, mais celui qui a dit ça, il dit m'avoir rencontré en 2020. 2020 En 2020, moi, écoute, Jimka, en 2020, moi, j'avais 15 ans comme enseignant à l'université. Vous vous rendez compte? 2020. J'avais 15 ans comme enseignant à l'université. Donc, vous à l'université de Kinshasa. Un beau costume. J'avais 15 ans comme enseignant à l'université de Kinshasa. J'enseignais à l'Académie militaire du Congo, j'enseignais à l'Université catholique au Congo. Et moi, j'avais été directeur général d'un institut supérieur dans ce pays, un grand établissement d'enseignement supérieur. J'étais avocat dans ce grand barreau convoité par tout le monde de la Gombe, en 15 ans. Okay. Donc, que quelqu'un qui me rencontre en 2020... Il vous suit, hein? Vous dise que moi, je me suis acheté une cravate, c'est tout à fait ridicule. En 15 ans, moi j'allais en Europe parce que les enfants, en 2020 j'allais en Europe
Avant 2020, les enfants des Européens venaient me chercher à l'aéroport parce que j'allais leur apprendre le savoir. En 2020, il vous dit, bon, il m'a vu sur la moto. Moi, je n'avais pas l'âge d'être sur la moto en 2020, bien que c'était un moyen de transport. Mais j'avais des moyens, j'étais bien. J'étais un homme heureux, un homme fier de ce que j'étais. J'étais un grand professeur. J'avais écrit en 2020 qu'il consulte, lui, son téléphone, qu'il consulte. J'ai publié en 2016 un livre qui est vendu au monde entier vers un autre public international. Regarde sur quelques apories du discours juridique. Qu'il ouvre son téléphone, qu'il consulte, qu'il voit combien d'exemplaires j'ai vendus et à quel prix. Donc, pour qu'il sache ce que j'étais en 2020. Ça signifie que nous, on n'est pas dans ce débat d'étage. En 2020, j'étais trop grand. Et lui, il aspire toujours d'être un jour dans sa vie ce que j'étais en 2010, pas en 2020. Parce qu'en 2020, ce que j'étais, c'est Dieu qui pense ou qui veut, s'il le sera, mais moi, je l'étais déjà. On a compris. Dites-moi, est-ce que ce n'est pas votre embourgeoisement, ce qu'on appelle la dernière bourgeoisie? Nous étions dedans avant le pouvoir. Attends. Oui. L'IDP s'est embourgeoisé. Maintenant, c'est business class, on voyageait des toujours. jets privés, des carrés miniers. Donc le peuple d'abord, vous l'avez relégué au calendrier grec. Je te rappelle. Le peuple d'abord, c'est fini. Je te rappelle qu'en ce moment-là, je voyageais comme cela. Je te rappelle qu'en ce moment-là, j'avais bien écrit, le monde entier me lisait. Vous n'êtes pas en bourgeoisie IDPS. J'avais un grand nom à ce moment-là, lorsqu'il m'a rencontré en 2020, j'insiste. Et donc, je n'étais pas son semblable, point et trait. Merci beaucoup. Revenons à la politique. Parlons un tout petit peu quand même de l'IDPS, parce que 44 ans, c'est beaucoup. Moi, je me rappelle, en 1982, lorsque nous étions là-bas en Europe, on dit l'IDPS est sorti de la clandestinité, est devenu parti politique, mais était quand même en clandestinité jusqu'en 1990, quand Mobutu a libéralisé, mais ceux qui étaient à la base de l'IDPS sont morts, pour certains, d'une manière tragique et malheureuse. Corneille Moulumba. Pour ne citer que lui, parce qu'il est mort il n'y a pas longtemps. D'autres sont malades, là, en ce moment. Je peux vous en citer, qui nous suivent en ce moment. Les pionniers de l'IDPS, les fondateurs de l'IDPS. C'est quoi cette façon que vous avez à jeter comme ça aux orties ceux qui ont fait l'histoire de l'IDPS? L'IDPS est devenu un parti de la diaspora, des jeunes gens qui profitent de tout. Ça ne vous pèse pas? Bon, me dire que dans la diaspora, il n'y a pas eu... Les Omer Kamba sont là, les Paul Capita sont là, voilà, je peux en citer beaucoup. Mais dire que dans la diaspora... Qui ne se retrouvent pas. Mais dire que dans la diaspora, il n'y a pas eu d'IDPS. Mais pas les jeunes gens là qui viennent du Canada, c'est ce que vous voulez me dire que d'Afrique du Sud. Docteur Kamba de la santé, lui, il n'est pas IDPS. Si. Donc, il y a moins de 10 ans. Non. Qui sont comme je ne pense pas que ça soit ça. Que je connais moi en France. Je ne pense pas que ce soit ça le problème, ou véritablement le problème. D'où ça vient plutôt que la question soit posée autrement. Oui. Parce que souvent, lorsque vous parlez de fonctions, je crois que vous parlez de l'argent, vous parlez de tout ça, qui n'est pas en distribution quelque part. Mais vous avez la signature. Une pensée pieuse pour le camarade Corneille Moulumba, que son âme repose en paix. Oui. Il a rejoint tant d'autres que nous avons perdus dans des circonstances. Dans quelles conditions? Dans des circonstances diverses. Oui. Je ne veux pas que tu prennes le parti pour dire l'IDPS a cette politique d'oubli, non, de marginalisation. Ce n'est pas ça en fait le problème. Lorsque vous parlez de fonctions, moi je sais que les fonctions, il n'y en a pas que pour l'IDPS ou pour nous de l'IDPS. Il y a certes, aujourd'hui, la nation est vaste. Déjà que nous ne les occupons pas, vous dites que nous sommes tribalistes en parlant de l'IDPS. Pendant que vous plaignez que les cadres de l'IDPS ne les occupent pas. C'est-à-dire que si on les occupait seuls, vous diriez peut-être plus. Moi, je sais que
il y a une politique. Moi qui vous parle, nous avons fait un mandat, je n'avais pas de fonction. Vous êtes l'éminence grise du parti, vous n'êtes pas le moins servi. Hein. J'ai dit que nous avons fait un mandat, je n'avais pas de fonction. C'est tout à fait normal, j'ai trouvé ça normal parce que nous sommes nombreux, j'ai estimé qu'il y a des collègues qui sont encore là qui qu'il faut marginaliser tous ces gens? Est-ce qu'il y a une marginalisation? Je ne crois pas. J'estime plutôt que il y a des personnes qui font autre chose, il y a des personnes qui ont leur travail d'ordinaire et tout le monde n'est pas appelé à faire la politique. Il y en a qui sont dans la fonction publique, il y en a qui sont dans l'enseignement, c'est toujours au service de l'État. Mais le pays, lui, dans la fonction politique, n'offre pas de fonctions illimitées pour que nous les occupions tous le même jour. Les gens à qui vous donnez les postes de conseillers, les postes de chargé de mission, les postes c'est des Congolais. C'est des Congolais, tous ces gens-là. Si on ne leur donne plus, aujourd'hui, vous allez dire, bon, ils sont tribalistes, ils sont ceci. Bien évidemment, c'est bon que ça sorte de vous, que vous constatiez que l'UDPS ou les cadres de l'UDPS qui se sont battus continuent de se faire énormément de sacrifices pour le besoin de l'unité nationale. C'est la même chose pour les jeunes message que vous donnez. Attendez. Ouais. Je ne fais pas l'avocat en tout cas de membres de l'UDPS, mais c'est que je constate moi. Même les jeunes là de Force du Progrès, la majorité, ils font des petits boulots, ils souffrent, ils sont obligés de faire la mendicité chez les ministres pour avoir quelque chose. Vous prenez les communicateurs, vos communicateurs, mais ils font des plateaux de télévision, ils n'ont même pas de quoi payer sur des plateaux de télévision. Attendez. Je suis conscient de ce que vous dites. Oui, mais alors... Je suis conscient de ce que vous dites. Je sais que nous n'avons pas comme autrefois. C'est quoi cette culture? Nous avons déjà entendu sur votre chaîne ici, quelqu'un vous rappeler que tu sais qu'à notre époque, on allait prendre des sacs d'argent. Autrefois, on t'avait amené 300 000 dollars, tout ça. Ça, c'est la légende. Mais nous, ce n'est pas notre culture. Ça, c'est la légende. Parce que vous nous posez ce genre de questions pour nous rappeler qu'il faut vider les caisses de l'État. Mais il y a qu'on attrape, qui détourne. Ce n'est pas ça. On vient de licencier, on vient de sanctionner 7 mandataires de l'UDPS. J'insiste, j'ai dit ceci. Chez nous, en Tchulbondi, ça signifie que chacun son tour. Pendant ce temps, il y en a qui sont là, à un moment donné, il y en a qui seront là. Le mandat passé, il y en a qui ont occupé des fonctions, qui attendent, ainsi de suite. Je crois que les efforts sont fournis pour tenter de maximiser les équilibres. Quel bilan vous allez faire de la nation des 8 ans de pouvoir de l'UDPS? Quel bilan vous allez faire? Jimka, moi, si je vous ai dit qu'il faut organiser une émission ici. Non, d'une manière globale. Au début de l'émission, vous avez dit, nous sommes en train de donner espoir au peuple. J'ai commencé par vous dire. 7 ans de pouvoir. J'ai commencé par vous dire 7 ans de pouvoir. Qu'en 7 ans de pouvoir, nous avons construit une université par an. Donc ça fait 7 universités construites. En 7 ans de pouvoir. En 7 ans de pouvoir, nous avons construit 7 aéroports. Donc un aéroport par an. Inauguré où? Soyez calme. Non, où? S'il vous plaît, un aéroport par an. Oui, mais où? En 7 ans du pouvoir, nous avons construit 7000 kilomètres. Il y en a qui ne sont pas terminés, il y en a qui sont vous dire quand. Ça signifie 1000 par an. Quel bilan? Parce que nous, je suis en train de vous dire. Oui. Pour ne prendre que ça. Maintenant, en 7 ans du pouvoir, nous avons construit 7 grands hôpitaux. On peut compter avec vous, n'est-ce pas? Lesquels? On a construit à Lubumbashi, on a construit Mamayemu, on a construit Kancha. Mamayemu dans quel état? Donc, attendez. Dans quel état? Qu'est-ce que vous voyez? C'est derrière vous ici. Opérationnel ou pas? C'est derrière vous ici. Donc, je suis en train de vous énumérer. Aéroport, route, université, hôpitaux. Nous avons construit en 7 ans plus de 2000 écoles. Dans le cadre du programme, non seulement 145 territoires, mais dans d'autres programmes, mais ça c'est visible, c'est vérifiable. En 7 ans, vous parlez de salaire ici, nous avons mécanisé, et tenez bien, fois 10 le nombre de fonctionnaires. Mais qui sont impayés? Non payés. Dites peut-être qu'ils sont moins payés. Ça signifie que nous avons trouvé moins de 100 enseignants qui touchaient leur salaire, nous sommes à plus de 500 000. Vous savez dans quel... Mais je suis en train de vous dire, ça signifie quoi? Je vous dis tout simplement, moi j'ai fait souvent, j'ai des amis magistrats où je vais parfois... Pourquoi vous m'avez posé la question, je continue ou vous m'interrompez? Regardez les conditions dans lesquelles travaillent nos magistrats.
excusez-moi du terme, ces gens sont d'une valeur incommensurable pour une république. Bien sûr, bien sûr. Mais vous êtes avocat. Allez dans les tribunaux. Allez voir dans quelles conditions travaillent nos magistrats. Voyons l'armée, la police, nos services de renseignement. Moi, j'enseigne. Vous avez raison. Attendez, j'enseigne dans les écoles militaires. Vous nous demandez. Dans quelles conditions ils sont? Vous nous demandez exactement de faire tout cela en 7 ans. Oui, mais... Que les gens n'ont pas fait en 22 ans, en 30 ans, tout ça. Mais moi, je vous dis de nous dire ce qu'il y a de comparable entre nos 7 ans et nos 60, les 60 ans que nous avons laissés derrière nous. Rien du tout. On vous dit aussi que le pays est balkanisé. Nous avons fait... On peut aussi que le pays est balkanisé. Ce que nous avons fait, ce que nous avons fait, en pleine guerre d'ailleurs, parce que depuis que nous sommes là, nous sommes en guerre, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait ce que les Belges, Mobutu, Kasavubu, Kabila n'ont pas fait. Quoi? Ce que je vous cite là. Donc, depuis Berlin, on a fait 3 universités. En 7 ans, nous avons fait 7. Mais vous vous répétez. C'est pour vous dire quoi concrètement. Non, on va inaugurer à Bounia, on a inauguré l'IPEN, on a inauguré IBTP. Comment vous n'arrivez pas à bien citer? Mais c'est là que j'ai dit... Le plus grand échec du président Tshisekedi, c'est de n'avoir pas encore trouvé ce journaliste-là, qui doit dire ce qu'il a fait. Parce que c'est tout simplement extraordinaire. C'est tout simplement extraordinaire. Nous sommes en train d'asphalter pratiquement toutes les villes du pays. Toutes. J'ai dit bien toutes les villes du pays. Lorsque vous quittez ici, vous commencez par Bandundouville, Kikwit, Chikapa, Kananga, Mweneditu, Mouimaï. Toutes les villes sont en train d'être asphaltées. Mettez-vous debout parce que l'émission est terminée. Très tôt comme ça là. Dites-moi, tous les militants de l'IDPS vous suivent là, les cadres y compris. Vous étiez endiablés, pour ne pas dire requinqués pour un congrès. Ça fait pchit, hein? Non, d'abord il faut saluer ces braves jeunes. Les gens cadres, sont même venus juste à Kinshasa. Il faut saluer tous ces hommes. Non, personne n'en parle. Il faut saluer tous ces hommes, nos cadres, nos combattants, nos présidents fédéraux qui ont donné un grand exemple à ce pays parce que vous constatez que nous sommes premiers à nous battre pour conquérir le pouvoir sans faire couler le sang. Ça, c'est très important. Et donc, le congrès se tient parce qu'il y a des commissions qui... Mais pourquoi ça vous préoccupe tant? Non, mais vous êtes un parti du gouvernement, c'est pas l'argent. Voilà, c'est très bien. Ce n'est pas un problème d'argent. Oui, c'est quoi? Nos combattants ont cette culture de cotisation. Oui, nous le faisons d'habitude. Et nous le ferons. Il y a des commissions qui ont été mises en place pour revoir nos statuts et l'autre commission pour évaluer le budget et mettre en place des modalités pratiques de la tenue du congrès qui se sont tenues, qui se sont penchés sur la question, qui ont élaboré des rapports, qui sont en discussion. Et je crois que c'est ça qui retient c'est ça qui retient la tenue du congrès. C'est votre autorité de référence qui est prioritaire. J'ai dit bien que les commissions ont été mises en place, elles ont travaillé, elles ont finalisé, elles sont en train de rédiger les rapports à présenter parce que le congrès devait se tenir à la suite de cela. Il doit être évalué financièrement et est-ce que tout le monde fait allégeance à Augustin Kabouya maintenant? En tant que secrétaire général. Augustin Kabouya, c'est le secrétaire général du parti. Le président Haï. C'est le secrétaire général du parti. Moi, c'est que vous aimez tant parce que ça vous plaît bien. Est-ce que tout le monde fait allégeance à Augustin Kabouya? Ça vous plaît bien de vouloir de la polémique à l'UDPS, ce n'est pas notre intérêt. J'ai dit bien, Augustin Kabouya, c'est le secrétaire général du parti. Qui est respecté par tous. Oui. Bon. Vous avez écouté Maman Marthe, vous avez écouté le président Tshisekedi, tout le monde est discipliné maintenant, derrière Kabouya. Bon, qu'est-ce que vous entendez par discipliner derrière? Mais il y avait les DO, il y avait les Jacquemin, il y avait les Non, nous sommes un parti, nous sommes un parti. Vous êtes en train de vous tirer dans les pattes. Nous sommes un parti démocratique. Tout est terminé. Nous sommes un parti démocratique, comme tu le sais, un parti qui a ses organes, qui statue, qui font fonctionner le parti. Et le débat, il est tout à fait normal. Le débat à l'UDPS va exister, il ne va pas s'arrêter. Les questions de gouvernance, les questions de gestion, les questions de démocratie, de transparence, c'est des questions pour lesquelles nous nous sommes battus sans armes. Nous sommes battus de manière civilisée pour que
ces questions-là vivent et fassent fonctionner et l'IDPS et le pays. Nous sommes suffisamment regardants sur ça et ça va continuer. Est-ce que la rentrée parlementaire ici de mars, l'ambiance sera bonne? Ouais. Les députés ne vont pas faire chantage pour exiger de l'argent Les députés n'ont jamais fait chantage pour exiger l'argent. Les députés font leur travail. Il faut trouver normal. Il faut trouver normal que de la même façon. Il y a eu des manifestations là-bas. Hein? De la même façon que moi, enseignant, si je ne suis pas payé, j'ai dit je ne suis pas payé. Reconnaissez quand même ce droit à ces représentants du peuple de dire qu'ils ne sont pas payés s'ils ne sont pas payés. Et ça ne s'appelle pas chantage. Vous avez presque 20 milliards et vous ça ne s'appelle pas chantage. Il faut dire que lorsqu'ils ne sont pas payés, ils doivent dire comme citoyens qu'ils ne sont pas payés. Lorsqu'ils sont mal payés, ils doivent dire comme citoyens qu'ils sont mal payés. Lorsqu'ils sont payés en retard, ils doivent s'exprimer qu'ils sont payés en retard. Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils s'expriment? Il n'y aura pas de commission alimentaire? Il n'y en a jamais eu. Vous-même, vous dites qu'on ne contrôle pas. Vous dites qu'on fait des motions alimentaires. Vous dites qu'on ne contrôle pas. S'il y a des motions, c'est-à-dire qu'on contrôle. Non, mais et lorsque les députés commencent à contrôler, vous dites c'est alimentaire. Lorsqu'ils ne contrôlent pas, vous dites qu'ils ne contrôlent pas. Quand c'est orienté. Comment c'est orienté? Et puis quand il est traité... Comment c'est orienté? On pose des vrais problèmes. La motion disparaît comme par hasard. Non, on pose des vrais problèmes et les motions sont examinées. Nous avons un bureau d'études qui examine leur pertinence parce qu'on ne veut pas aller devant les gens comme ça. Vous êtes un grand professeur d'université, démocrate de votre État. Trouvez-vous que normal... Il faut toujours rappeler que je l'étais bien avant 2020. Oui, il a déjà compris. Celui qui vous a dit ça, j'avais des toges. Il va couper Lorsqu'il m'a rencontré, j'avais des toges. Il va couper ses morceaux, il va vous rappeler... Une noire me conférée ou me confiée par le grand barreau de Kinshasa-Gombe, et l'autre professoral avec des couleurs de la République me confiée par l'université de Kinshasa, la plus prestigieuse du pays. J'avais les deux lorsqu'il m'a rencontré. Et c'était un grand bonheur pour lui de rencontrer dans sa vie un professeur de l'université de Kinshasa. Et vos tempéraments. Dites-moi, beaucoup des ONG internationales, parce que les ONG de chez nous, vous les avez complètement annihilés, anesthésiés. Par qui? Mais les pouvoirs. Ceux qui, autrefois, dénonçaient les violations des droits de l'homme, les arrestations, ils ne parlent plus. Et tout le monde est... Parce que la majorité des Kassaïens... Parce que ce n'est plus comme avant. Parce que la majorité des Kassaïens maintenant, ils disent notre pouvoir. Parce que ce n'est plus comme avant, les libertés sont respectées, vous vous exprimez vous chaque jour, les gens s'expriment librement, ce n'est plus comme avant. Mais on arrête les gens aussi, qui sont en prison. Mais la prison est faite pour tous ceux qui commettent les infractions là. À 3h du matin, en tant qu'avocat, procédurier, vous trouvez que c'est normal? Mais si vous êtes un fugitif, vos collègues vous écoutent. Hein. Si vous êtes un fugitif, on vous arrête quand? Fugitif. Minakou est fugitif? Non, je ne suis pas venu parler de Minakou parce que, vous savez, quelqu'un a dit que je dis que Minakou, il est... Non, moi, un journaliste m'a posé la question, qu'il a appris que Minakou est maltraité, moi j'ai dit non. L'information que j'étais clair, j'ai dit l'information... Vous m'avez suivi? Oui. Vous avez suivi un professeur nuancé, n'est-ce pas? L'information que moi j'ai, c'est qu'il est bien logé, bien nourri, mieux que vous et moi. Minakou, Chadar aussi, et les autres. J'ai dit l'information que moi j'ai. Je ne les ai pas rencontrés. Merci beaucoup. Merci. Ainsi va la démocratie, la République démocratique du Congo, les débats politiques, toutes les questions d'actualité abordées. Et ma foi, demain, en tout cas pour aujourd'hui, les journalistes de Kinshasa vont pouvoir désormais avoir leur carte, en procédure d'ailleurs, pour les mises à disposition des formulaires. Cette émission sera rediffusée et surtout déjà en disponibilité sur toutes les plateformes. Télé 50, c'est chez vous, même sur vos téléphones. À très bientôt.